Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne qui rassemble. Vous suivez le Club de la Presse, votre émission de débat dominicale. Ce soir, nous débattrons d'actualités essentiellement politiques. Et tout d'abord, cette annonce de Awa Dombello, vice-président du PPACI, a candidaté pour la présidentielle d'octobre 2025. Et puis, cette marche annoncée par le Front commun PPACI, PDCI, RDA, prévue pour le 2 août prochain. Pour commenter ces actualités, je reçois sur ce plateau des personnalités de la sphère journalistique. Tout d'abord, Michel Betta, journaliste directeur général du quotidien Le Bélier. Bonsoir Michel Betta. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. On le reçoit avec le sourire qu'il affiche tous les jours. Ensuite, on a Bledson Mathieu, journaliste secrétaire général de rédaction à Fraternité Matin. Bonsoir. Bonsoir Amel. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Très heureux de vous accueillir. Moi aussi d'ailleurs. Puis Lancine Bakayoko, qui est journaliste chef de service économie, je le redis bien, service économie à la rédaction de RTI 1. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Ahmed Sidué. Et enfin, nous avons Sinclair Veroula, vous êtes journaliste éditorialiste à Le Panafricain, c'est bien cela? Bonsoir Ahmed. Bienvenue sur ce plateau. Alors messieurs, on répond à cet impératif de la réalisation, on se retrouve juste derrière. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Club de la Presse. On entame tout de suite avec le tout premier sujet qui nous dit qu'Awa Dombello, vice-président du PPACI, a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle d'octobre 2025 pour le compte du PPACI. Le 23 juillet dernier, cette annonce a été faite. Cette décision intervient après la note adressée au président du parti qui a fait grand bruit. Les détails de cette annonce avec Davis Oyo. Après la polémique suscitée par sa note d'analyse au président du PPACI, Awa Dombello a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle ivoirienne le mercredi 23 juillet dernier par voie de presse. Le vice-président du PPACI chargé de la promotion du panafricanisme confirme ainsi les rumeurs qui couraient depuis plusieurs semaines sur son envie de candidater au scrutin du 25 octobre prochain. Awa Dombello défend sa démarche comme une réponse à un impératif de survie politique pour le parti de Laurent Gbagbo. Le représentant des BRICS pour l'Afrique centrale et occidentale affiche une ambition plus large, celle de rassembler toutes les forces de la gauche. Il révèle avoir échangé avec Simone Gbagbo du MGC, Afin Guessan du FPI et Mamadou Koulibaly. Il voudrait également soumettre sa candidature à une concertation plus large avec d'autres leaders de l'opposition, le moment venu, autour des meilleurs profils, en vue de maximiser les chances des partis d'opposition. Pour l'heure, la candidature d'Awa Dombello suscite des interrogations. S'agit-il d'une manœuvre politique ou la conséquence de réelles tensions au sein du PPACI? Messieurs, de retour sur ce plateau, après cet élément de Davis Soyo, il a posé une question pertinente à la fin. Manœuvre politique ou froid ou le torchon qui brûle dans le parti, le PPACI. Michel Betta. Non, moi je pense que d'abord, la candidature de Dombello, d'Awa Dombello, peut se voir de diverses manières. D'un premier point, moi je pense que on peut penser à une stratégie du PPACI, en vue de faire en sorte que, quelle que soit la situation, il y ait un candidat. On peut y voir aussi également une aventure solitaire du vice-président du PPACI, Awa Dombello. Mais de toute façon, moi je pense que pour avoir interrogé un peu les instances du PPACI, je vois que cette candidature s'inscrit dans une dynamique de rupture de cohésion. De cohésion, pourquoi je le dis? Parce que pour certains qui m'ont donné certaines informations, Laurent Gbagbo, même avant de candidater pour la candidature à la tête du PPACI en tant que candidat à la présidence, a réuni ses différents leaders, ses différents présidents, ses différents collaborateurs. Et puisque la candidature de Dombello, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis plus d'un an, ça se chuchote. Donc, il les a réunis pour demander quels sont ceux qui sont capables de candidater. Et tous lui ont dit qu'ils adhéraient à sa candidature et que personne ne voulait candidater contre lui. Donc, ils sont partis au cours d'une convention où il a été choisi. Vous voyez que la candidature de Dombello
s'inscrit dans une démarche qui est hors du cadre légal de ce parti-là. Contrairement au RADP où on n'a pas vu comment on devient candidat à la présidence, ou bien comment on devient candidat pour candidater à la présidence de la République, les autres partis le montrent suffisamment autour d'une convention. Il y a le temps de dépôt de candidature, il y a le temps que les candidats fassent campagne, et puis il y a le temps où on choisit, où les militants ont le temps de choisir. Donc c'est au cours d'une convention, le candidat se choisit. Il n'est pas allé à une convention, il se décide dans un journal d'être candidaté pour la présidence de la République en tant que vice-président du PPACI. Ça pose un problème de cohésion au sein de cette alliance politique-là, au point qu'on se demande s'il faut faire le jeu des adversaires du PPACI. Ce n'est pas le jeu du PPACI. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la candidature de Dom Melo, bien qu'on puisse vouloir l'interpréter comme une candidature souvent de plan B, comme lui-même il se détermine, mais je crois que ça pose plus le problème de cohésion au sein du parti-là, et ce n'est pas fait pour arranger cette candidature-là, parce qu'il veut, à bidouille, il est capable de diviser les voix de ce parti-là, ce qui n'est pas bon, parce qu'aujourd'hui le parti est dans une dynamique qui est claire, celle d'imposer la candidature de Laurent Gbagbo, injustement écartée de la présidentielle. Donc si tu es un membre de ce parti-là, ce qui serait bon pour toi, c'est de t'inscrire dans la dynamique des militants qui ont choisi Laurent Gbagbo, qui actuellement sont en train de batailler pour recueillir ses parrainages et en vue de faire en sorte, par toutes sortes de moyens démocratiques, pour qu'il soit candidat. Et toi, tu viens diviser cette cohésion-là en t'inscrivant comme candidat, voulant rassembler la gauche, non seulement rassembler la gauche, et diviser les voix de ce parti-là. C'est pas Méthode Mathieu, quel est votre commentaire de cette annonce J'ai deux commentaires. Le premier, c'est que c'est juste un coup de pub. Hein. C'est pas très sérieux pour dire qu'il est candidat. Faut pas, c'est juste un coup de pub. Et puis le deuxième, c'est du Dom Melo. Voilà. C'est un coup de pub parce que c'est pas... Pour être candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, il y a une barrière qu'il faut franchir. On appelle ça le parrainage. Dom Melo, il est hors du pays, il n'est pas dans le parti, il n'a pas de base, il n'est pas un élu. Et puis, depuis l'extérieur, il dit « je vais être candidat ». Qui va obtenir pour toi le parrainage? Ça, c'est un obstacle. Il a déjà fait une tentative de dire que le PPACI n'a qu'à valider deux parrainages, ce qui est techniquement possible. Et puis, au cas où Gbagbo n'est pas candidat, lui ou toute autre personne sera candidat parce qu'il ne veut pas que le 25 octobre, le PPACI ne soit pas présent. Donc, bon, ça c'est une idée, il a écrit un courrier, mais il faut laisser le parti décider. Moi, je suis pour que les partis politiques soient suffisamment autonomes. Le PPACI s'est réuni à plusieurs reprises. Les militants qui composent ce parti, là, on dit c'est Babo. Tout comme au PDCI, ils ont dit c'est Thiam. Au RHDP, contrairement à ce que Bétal le disait tout à l'heure, les militants se sont réunis, ils ont dit eux c'est Ouattara. Non, pas de donc cadre ce n'est légal pas, c'est les militants qui décident en fait. Il n'y a pas eu de dépôt de candidature. C'est les militants qui décident. Si tu veux vraiment peser sur le système d'organisation des élections internes au PPAC et au RHDP, tu prends ta carte de militant. Les partis ne sont pas fermés, ce n'est pas des clôtures. Celui qui veut peser sur la décision interne dans le parti, c'est valable pour le PDC, c'est valable pour le PPAC, c'est valable pour le RHDP. C'est une maison. En plus, il n'y a pas de clôture. Tu vas aujourd'hui, tu dis, bon, moi je veux devenir militant, tu deviens militant, tu vas militer dans une base, tu convaincs cette base, tu seras dans une section, tu convaincs la section, et puis ton idée passe. Hein, vraiment. Mais tant que ceux qui sont dedans, qui payent leurs cotisations, nous qui sommes des sérieux, on ne peut pas leur imposer quoi que ce soit. Et Dom Melo, je crois que je l'ai dit, c'est un coup de pub, parce que c'est la nature aussi du monsieur, hein, c'est Dom Melo. J'ai bien aimé la présentation que Ferro Bailly a fait. Parlant de cette affaire de Dom Melo et Gbagbo, il a dit c'est le mariage entre la cape et le lapin. Selon la fable. C'est-à-dire un lapin a voulu séduire une cape, c'est donc le lapin s'est recouvert de cailles de cape, et la cape a cru que c'était un poisson. Ils se sont donc mariés. Bon, ce mariage ne peut pas aller quelque part parce que là, c'est de nature complètement différente. Et Gbagbo et Dom Melo, c'est la énième palabre. Depuis le FPI, avec la Renaissance, qui était d'abord qui est né même des entrailles du FPI. D'abord, c'était un courant, après, c'est devenu un parti. Et puis, en 2000, ils se sont retrouvés. Dom Melo, quand Gbagbo arrive au pouvoir, devient
DG du Bénet, mais ça n'est pas allé quelque part. Et puis, bon, la troisième chose, il y a une catégorie de citoyens qui se prend un peu pour des génies. Parce que le contexte social, quand ils sont à l'école, ils ont de très bonnes notes en mathématiques, de très bonnes notes en physique, et l'environnement les fait passer pour des gens exceptionnels. Ils grandissent là-dedans, ils font des études supérieures de qualité, ils deviennent ingénieurs, le cadre les fait d'eux des gens à la limite exceptionnels. En réalité, non. Oui. En réalité, non. Quand tu décides de quitter ton domaine technique pour venir à la politique, mais tu as le même statut que celui qui est ouvrier quelque part, tu as le même statut en politique, parce que lors des élections, chacun a une voix. Il n'y a pas de voix, double voix pour un ingénieur, triple voix pour un ministre, non, tout le monde a une voix. Donc, cette façon de se croire un peu au-dessus des autres fait qu'ils commettent des gaffes. Au FPI, ils sont deux, Mamadou Koulibaly, Don Melo. Ce ne sont pas des politiques, mais ce sont des gens qui ont des bonnes idées et qui veulent se greffer sur des partis politiques. Mais en même temps, ils veulent dominer ces partis politiques. Ce n'est pas possible d'un parti politique, il n'y a qu'un seul leader en réalité. Voilà. Saint-Claver-Oula, votre avis sur cette candidature de Awa Don Melo? Bon, à 3 mois de la présidentielle, normalement, quand le ministre Don Melo vient parler de candidature de substitution, alors que c'est le président Laurent Gbagbo qui a été officiellement désigné, et tout à l'heure quelqu'un l'a rappelé, il y a eu des concertations d'abord, bien avant, au sein du parti, où le président Laurent Gbagbo a posé un certain nombre de questions à ses collaborateurs, avant de lui-même décider, quand ses collaborateurs l'ont dit que c'est toi qu'on voit. Et il y a eu un comité central. Et au cours de ce comité central, c'est le président Laurent Gbagbo qui a été désigné officiellement par ce CC-là. Et il a accepté. Et on était en mars. On était début mars. Et le ministre Don Melo fait partie de ce comité central. En mai, début mai, il y a eu une convention organisée par le parti. Et c'est à la convention qu'on désigne celui qui doit porter les couleurs du parti à la présidentielle d'octobre. Et c'est le président Laurent Gbagbo qui encore a été choisi. Donc, vous voyez, pendant toutes ces étapes-là, le ministre Awa Don Melo était présent. À quel moment il a décidé de faire cette proposition-là de candidature de substitution? Vous voyez, moi, je pense que le ministre Awa Don Melo aurait pu quand même rester dans la dynamique décidée par l'ensemble des militants du parti. Vous voyez, il n'est pas n'importe qui, en fait. Et la posture qu'il a prise, pour moi, va contribuer à le griller. Il aurait pu quand même suivre le mouvement, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est vrai qu'on parle de PPACI, mais le président Laurent Gbagbo, à lui seul, représente majoritairement ce parti. J'allais dire à 75-80%. Quand on parle de... Hier, on parlait de FPI, on parlait de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, on parle de PPACI, on parle du président Laurent Gbagbo. Et vous voyez, le président Laurent Gbagbo, c'est vrai qu'on parle de présidentielle, on parle de liste électorale, on parle de choses, comment dirais-je, de sa condamnation injuste. Mais au-delà de tous ces éléments, il s'agit aussi de sa réhabilitation, il s'agit de sa dignité. Et il en parle très souvent. Et ses collaborateurs, ses militants en parlent. Il ne s'agit pas d'un simple fait électoral. Vous voyez, il s'agit de celui-là même qui a fait qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu le multipartisme. Il s'agit de celui-là qui a posé un certain nombre d'actes qui font qu'aujourd'hui, on parle de vote à 18 ans. On parle de multitude de candidatures à la présidentielle. Donc, c'est cette personnalité-là à laquelle vous faites face. Donc, quand vous faites face à cette personnalité-là, il y a des pas qu'il faut éviter de poser. Vous voyez, parce que... Et c'est la même chose dans tous les partis politiques en Côte d'Ivoire. Au PDCI, on a eu Bédier, il y a eu KKB et autres. Au RDR, il y a Alassane Ouattara, il y a eu certains militants. Et puis aujourd'hui, on est au PPACI. Et quand ces grands leaders-là décident de vous sentencier,
ben, vous allez tout droit vers votre mort politique. Donc je pense que moi, j'aurais conseillé au ministre Awa Dombelo, s'il a des ambitions politiques, et il ne faudrait pas qu'il les affiche face au président Laurent Gbagbo au sein du PPACI. Parce que le PPACI a aujourd'hui un combat à mener. Ce combat-là qui est au-delà même, comme je l'ai dit tantôt, des questions électorales, c'est un combat de réhabilitation, un combat de dignité de leur leader politique. Lansine Bakayoko, pour vous, c'est une initiative personnelle ou c'est une stratégie du PPACI? Bon, à mon avis, c'est une initiative personnelle. Parce que si c'était une stratégie du PPACI, ça veut dire que la maison PPACI qui va se briser avec cette candidature, il va falloir recoller les morceaux. Or, recoller les morceaux à 3 mois des élections, je pense que ça, c'est quand même quelque chose d'absolument difficile. Mais vous savez, tout à l'heure, j'ai beaucoup souffert en écoutant Saint Claver Oula, parce que pourquoi? Je pense qu'il faut sortir de la déification, il faut sortir du messianisme. C'est vrai, on peut ne pas sanctifier Dombelo pour avoir fait ce qu'il est en train de faire, mais présenter Laurent Gbagbo comme l'affublé d'autant de dithyrambes sur le plan politique national et même en interne, de cette manière-là, je pense que c'est quand même un peu trop. Donc il ne faut pas aussi mépriser les autres militants. Il ne faut pas considérer que le PPACI, c'est 75 à 80% des militants du PPACI pour le seul Laurent Gbagbo et que les autres sont des faire-valoir dans le parti. Auquel cas, le PPACI serait réduit à un club de soutien. Et donc, pour moi, Dombelo aujourd'hui est sur la voie de la lucidité, du réalisme. Parce qu'il faut sortir de l'obscurantisme. J'ai l'impression que le PPACI est une sorte de caverne dans laquelle Dombelo a essayé d'éclairer sa torche et tout le monde est en hystérie, une hystérie collective. Et je pense aujourd'hui que Dombelo devrait continuer à prendre son destin en main. Parce qu'on me dit que c'est une lutte pour la réhabilitation de Laurent Gbagbo. Moi, j'en conviens, je suis d'accord. Moi, je souhaite bien que Laurent Gbagbo soit réhabilité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le PPACI, quels sont les moyens que le PPACI met sur la table pour pouvoir réhabiliter Laurent Gbagbo? Je crois que les moyens sont très, très limités. Et le RHDP s'est montré purement autiste face aux demandes incessantes. Moi, je n'ai même pas dit ces demandes incessantes, j'ai dit ces menaces incessantes. Donc, le gouvernement et le RHDP n'ont pas cédé à cette pression du PPACI. Maintenant, quand on est dans une telle situation, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que Dombelo avait sorti les militants du PPACI de l'aveuglement et les mettre sur la voie de la lucidité. Et la voie de la lucidité aujourd'hui, c'est de trouver un plan alternatif au cas Laurent Gbagbo qui est manifestement dans l'impasse. Parce que si Dombelo ne fait pas ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, le PPACI sera frappé de forclusion. Mais moi, je veux bien que le PPACI ait un candidat aux élections présidentielles. Mais ce qui se passe aujourd'hui ne présage rien de bon pour la présence du PPACI à une élection quelconque, notamment l'élection du 25 octobre. Donc, je pense que les militants devaient entendre l'appel de Dombelo. Dombelo qui sait que la survie du PPACI dépend aussi de cette élection. Parce que si le parti n'est pas aux élections de 2025, il n'a déjà pas participé aux élections de 2015-2020. 15 ans pour un parti politique de l'envergure du PPACI, je crois que c'est un peu de trop. C'est un peu de trop. Et ce parti doit absolument, à mon avis, tout faire pour faire partie de ceux qui seront sur la ligne de départ en octobre. Or, tel que les choses se passent, il n'y a aucune perspective. Aucune perspective. Et puis, en ce moment précis-là, demander la réintégration de Laurent Gbagbo sur la liste, alors qu'on a refusé le dialogue politique qui a été ouvert avec disons, une partie de l'opposition, on a boudé ce dialogue politique. Et je crois qu'on est à la recherche d'autre chose que le dialogue, que le consensus. On est quasiment dans une sorte de provocation. Et pour moi, le RHDP au pouvoir, je ne pense pas que ce parti peut céder à autre chose que la négociation. Peut-être le dialogue, la négociation, ils peuvent lâcher quelques morceaux, mais dans une sorte de confrontation, je ne pense pas que ce parti va abdiquer, va négocier une sorte de reddition devant son opposition qui, au surplus,
n'a pas l'étoffe suffisante aujourd'hui, n'a pas le coffre, n'a pas la masse critique pour pouvoir lui tenir tête. C'est pour ça que je demande au PPACI d'ouvrir un peu les yeux, de sortir, si vous voulez, de l'aveuglement et de regarder les choses en face et adouber Don Melo pour qu'il puisse porter le drapeau du PPACI. Ou à défaut, trouver une autre candidature. Si c'est Don Melo qui est gênant, parce qu'il aura fait acte de défiance, je mets défiance entre guillemets, on peut choisir quelqu'un d'autre, une candidature de... On peut même abandonner la lexie utilisée par Don Melo. Ne pas parler de précautions et parler peut-être de... pas de substitution non plus, mais on peut dire un candidat alternatif. Et puis, il ne faut pas clouer Don Melo au pilori. Parce qu'il a dit par ailleurs, nous voulons, notre plan A, Z, de A à Z, c'est Laurent Gbagbo. Mais il a ajouté que Laurent Gbagbo a engendré plusieurs Laurent Gbagbo. Ça veut dire qu'il y a une alternative à Laurent Gbagbo au cas où il y a blocage. Or, aujourd'hui, il y a manifestement blocage. Il faut que le PPACI regarde cette chose en face, cette réalité en face, et prenne une autre direction que celle des manifestations de rue. Michel Betta, quelles seraient les conséquences pour le PPACI si la candidature de Awa Don Melo est maintenue? Oui, mais c'est pourquoi je dis qu'il va travailler à diviser les voix du PPACI. Parce que la question essentielle, une candidature d'un parti politique, c'est un cadre. C'est pas, chacun ne peut pas se lever comme ça pour dire je suis candidat, je suis candidat. Il y a des cadres légaux dans lesquels les partis s'inscrivent pour choisir leur candidat. Cela a été fait au PPACI et les militants ont choisi le président Laurent Gbagbo. Moi, je suis un peu outré quand j'entends mon co-débatteur Bakayoko, parce qu'il donne l'impression que la lutte politique ne doit pas se faire pour ces hommes-là. Mais aujourd'hui, ils estiment qu'ils ont choisi un candidat qui, visiblement, est frappé par des décisions de justice qui sont injustes. Qu'est-ce qu'il leur reste? C'est de se battre pour qu'il soit réhabilité. Moi, on l'a vu ici. Parce que si on veut être correct, si on veut être honnête, on l'a vu hier avec le RDR, avec son candidat Ado. Ils se sont battus pour qu'il soit réinscrit dans le starting block des élections. Parce qu'ils ont compris qu'il a été injustement écarté, selon eux. Aujourd'hui, les autres subissent le même sort et dans ces analyses, ils leur proposent des points alternatifs comme qu'ils devaient abandonner leur leader qu'ils ont choisi. Moi, je pense que ce n'est pas cohérent et c'est un peu injuste de faire cette injure-là aux militants des partis du PPACI. Moi, pour ma part, je crois que Awa Don Melo, en se déclarant candidat en dehors des cadres légaux du parti, il ne fait que ajouter à ceux qui estiment que le PPACI vit une crise. Mais je crois que il fait le jeu des adversaires. Ceux qui sont, je ne le cacherai pas, il fait le jeu de ceux qui sont au pouvoir en divisant les voix de l'opposition. Il gagnerait plus. Je pense que s'il voulait vraiment s'inscrire dans cette dynamique de rassembler la gauche, comme il a dit, de rassembler l'opposition autour de sa candidature, il gagnerait à jouer le jeu jusqu'au bout. Parce que quand il dit déjà qu'il est le plan B, mais qui va mener le combat pour que le plan A soit réintégré? C'est fini. Quand tu es le plan B, on va t'adouber, on va partir vers toi. Mais tu dis non, je suis le plan B, mais on continue le combat. Ben attends, il ne faut pas jouer avec l'esprit des gens. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Don Melo est dans une autre dynamique. Ben, c'est dommage. Hein. Moi, je le dis, c'est dommage parce qu'un parti politique, en tant qu'un vice-président, tu as ta place au sein de ton parti ou bien tu démissionnes, mais tu ne peux pas rester là et puis aller à l'encontre de l'ensemble des instances. Parce que jusqu'ici, aucune instance n'a pris faire cause pour lui, aucune instance du parti, encore moins les militants dans ces instances-là. Donc je crois qu'aujourd'hui, Don Melo fait chevalier seul. Le fait de faire chevalier seul, il fragilise les voix du PPACI et je pense qu'il a encore le temps de se ressaisir pour donner plus d'ampleur à la lutte que ce parti-là mène et mène ses militants pour la réhabilitation de leurs candidats. Bletson Mathieu. Il accuse un peu peut-être le pouvoir, mais bon, non, Don Melo qui soit candidat, d'abord il ne peut pas être candidat. C'est-à-dire je ne vois pas où Don Melo peut passer pour avoir le parrainage. Donc techniquement il sera bloqué. Ensuite, parce que ce monde-là, cette gauche, qu'on peut appeler GOR plus particulièrement, est habitué, ils ont vu partir mieux. Hein.
Simone est parti, Bleu Goudet est parti. Bon, Domelo, sa base populaire, sa base élective, je ne le vois pas. Je peux me tromper, peut-être c'est de loin, je peux le sous-estimer, c'est sûr. Mais je le vois plutôt comme un homme qui a des idées politiques, mais pas un homme politique. Il n'a pas un comportement d'un homme politique qui peut conquérir un électorat, qui peut aller vers les gens, descendre dans les villages. Non, bon, Domelo, il est bon pour une théorie politique et je crois que toute sa vie politique, ça a été sa mère, un homme politique capable de convaincre un militant, de faire du corps à corps, de descendre dans les quartiers, dans les villages. Ça, c'est pas sa nature. Or, si tu veux être candidat aux élections présidentielles, c'est ça, c'est le contact avec la population. Pour l'instant, je crois que c'est juste une déclaration qu'il a faite de l'extérieur. Il n'a même pas fait depuis la Côte d'Ivoire. Il n'a pas organisé une conférence de presse. Il n'a discuté avec personne. Il regarde sa personnalité. Il estime qu'aujourd'hui, sur le plan international, côté diplôme, côté ceci, en politique, ça ne compte pas. Ça ne compte absolument pas. C'est vraiment un petit cercle de personnes qui te voient comme tu te vois en te regardant dans le miroir. Mais descend, Domelo aujourd'hui vient, il descend à Djamé, il va à Yopougon, il marche. Des gens vont le reconnaître. Mais il ne pourra pas rentrer dans une cour parce qu'il connaît une telle ou telle personne là-bas. Ce n'est pas des gens, pas des politiciens. Donc, quand il rentre dans le PPACI, dès qu'il en sort ou bien il reste là-dedans, ça fera moins de dégâts au mouvement que la sortie de Simone, que la sortie de Bleu Goudet, que la sortie d'Afingissant. Quand même, quand Babo revient de La Haye et qu'il reconstitue, il avait sa famille, le FPI était là. Dans le FPI, il y avait Afingissant qui dirigeait, qui lui a dit, moi, j'ai aucun problème à te céder la présidence pourvu que je sois vice-président. Ça ne pouvait pas poser un problème à Babo. Mais quand il a regardé le FPI, c'est aussi dedans que se trouvait Simone. Donc il a pris le il a déposé. Donc il les a écartés. Pour faire son monde à lui, un monde taillé sur mesure. Ceux qui ont suivi Babo dans le PPACI sont ceux qu'on appelait les gores. C'est des babos ou rien. Si tu es dedans, il faut laisser Babo. Saint-Claver-Oula, Oui. Est-ce que pour vous, c'est une candidature quand même qui peut servir d'alternative au cas où la candidature du président Laurent Gbagbo est toujours invalidée jusqu'à l'échéance électorale? Le problème que vous posez, c'est est-ce que les militants du PPACI entendent cela de leur oreille? Est-ce qu'aujourd'hui, les militants du PPACI se disent que le président Laurent Gbagbo ne va pas participer à la présidentielle prochaine? Est-ce qu'ils se mettent ça en tête? C'est ce qu'il faut. C'est une éventualité. Il faut comprendre cela déjà avant de parler de candidature alternative. Moi, je ne pense pas. Quand vous échangez avec eux, avec les militants du PPACI, quand vous entretenez avec eux, ils croient qu'il y aura forcément une solution politique qui permettra au président Laurent Gbagbo d'être candidat. De la même façon que le PDCI pense qu'il y aura une solution politique pour permettre au ministre Tidjane Thiam d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. Et moi, ce que je voudrais noter, c'est que la logique dans laquelle les militants du PPACI sont, c'est que par le passé, ils ont désigné une personnalité. À l'époque, on parlait de FPI. Ils ont désigné une personnalité pour porter leur candidature à la présidentielle en 2010. Et il se trouve que cette personnalité s'est retrouvée dans l'étau de la communauté internationale, dans l'étau de l'opposition, dans l'étau de la rébellion, dans l'étau des forces onusiennes, et elle a été dégagée du pouvoir. Et donc, elle se retrouve dans une situation qui fait que aujourd'hui, ces militants-là, c'est tout à fait logique et c'est loyal, ne sont pas prêts à se tourner le dos à cette personnalité. Ces militants restent solidaires de cette personnalité jusqu'à ce qu'elle soit réhabilitée, jusqu'à ce que l'injustice qui la frappe soit levée. C'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, la logique dans laquelle des militants du PPACI sont. Et ça, moi, je comprends ce fait-là. Il ne s'agit pas de dire que le président Laurent Gbagbo, c'est notre candidat, c'est notre plan, des plans A jusqu'à Z, et puis rétro-pédaler, dire qu'il faut le laisser au bord de la route et puis opter pour un autre candidat pour la présidentielle d'octobre 2025. Et jusqu'à ce qu'on vous parle, jusqu'à ce que moi je vous parle ici sur ce plateau, pour les militants du PPACI, c'est le président Laurent Gbagbo qui sera le candidat.
Et nous sommes encore à 3 mois de la présidentielle. Ils sont convaincus que jusqu'à cette date-là, il y aura une solution politique. Tout comme il y a eu une solution politique pour le candidat du RDR à l'époque, le président Alassane Ouattara, pour qu'il soit candidat à la présidentielle. Lansine Bakayoko, les conséquences de cette candidature. D'abord, je voudrais m'attarder sur le révisionnisme dans lequel Saint-Claver se plaît ce soir. Laurent Gbagbo n'a pas été dégagé par la communauté internationale, il n'a pas été dégagé par la rébellion, il a été dégagé par le peuple de Côte d'Ivoire, qui s'est clairement prononcé en 2010 en faveur du président Alassane Ouattara. Donc, c'est à la suite d'un processus électoral bien mené qu'il y a eu le changement de pouvoir de 2010. Donc, il faut que d'abord, je fasse cette mise au point. Maintenant, sur le plan formel actuellement, je crois qu'il ne faut pas considérer Don Melo comme un traître à la cause. Don Melo, c'est... Bledson a prononcé, non, il a parlé des Gors. J'aime pas bien cette appellation, mais Don Melo, c'est un Gors. C'est un Gors. Mais il dit, je suis un Gors. Bon, c'est-à-dire que Gbagbo ou rien. Oui, Les téléspectateurs. D'accord, pour les téléspectateurs. Poursuivez Lansine Bakayoko. Bon, il me perturbe. Mais face au danger, face à la réalité politique du moment, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire, moi j'aime Laurent Gbagbo, c'est Don Melo qui parle, je veux que ce soit lui, je veux qu'il sorte des servitudes judiciaires, mais aujourd'hui on n'a pas les moyens politiques de le faire. Mais on ne va pas continuer à aller dans le mur. C'est vrai, Bledson dit qu'il n'a aucune représentativité sur le terrain, mais il faut relativiser cela. Il faut relativiser cela. C'est vrai, le contexte ivoirien est ce qu'il est, mais parfois, dans d'autres pays, parfois on n'a pas souvent eu la bénédiction de son mentor et puis on a remporté les élections. Je veux donner l'exemple du Kenya, par exemple. William Ruto, qui est aujourd'hui au pouvoir et qui était vice-président du président Kenyatta, n'a pas eu l'onction du président sortant. Mais il a eu l'onction des militants. Il n'a pas eu l'onction du président sortant. Et si on va même sur les bases communautaires, la communauté à laquelle appartient William Ruto, les Kalenji, c'est une communauté relativement minoritaire. Les plus grosses communautés appartiennent à Raila Odinga et au président Kenyatta. Mais cela n'a pas empêché William Ruto d'être élu président de la République du Kenya. Donc il ne faut pas considérer Don Melo comme un candidat fantoche. C'est vrai, il n'a pas la notoriété du président de Laurent Gbagbo, mais ce que moi j'entends est un peu différent de ce que Bledson est en train de dire. Je ne dis pas qu'il a la majorité, mais nous aussi nous échangeons aussi avec parfois des personnalités bien placées au sein du PPACI qui réfléchissent exactement comme Don Melo, mais qui ont peur de se faire écrabouiller. Mais pourquoi? Par Laurent Gbagbo et les autres Gors. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes. Mais Don Melo a toute la légitimité aujourd'hui. Parce que n'oublie pas que la relation avec Don Melo remonte depuis 1984-1985, c'est-à-dire près de 40 ans de vie politique. Et Don Melo a l'autorité suffisante parce qu'il a déjà dit non à Laurent Gbagbo sur certains points. Il a déjà pris son chemin sur d'autres. Donc il a l'autorité suffisante à l'opposé de ceux qui se mettent à genoux ou bien qui se mettent à plat ventre quand Laurent Gbagbo passe. Quand Laurent Gbagbo passe. Donc je pense qu'il ne faut pas vendre la peau de Don Melo aussi moins cher. Il a son mot à dire. Et puis même s'il ne le remporte pas, mais il aura marqué l'histoire. L'histoire qui, je suis sûr, va lui donner raison plus tard. Parce que la politique de la chaise vide ne paye pas. Même le RDR qu'il avait pratiqué en 2000 l'a regretté amèrement et le président Alassane Ouattara l'a reconnu plus tard. Donc moi, je dis aujourd'hui, le PPACI, nous souffrons tous de ce qui arrive à son chef, le président Laurent Gbagbo, mais la réalité est que il n'a pas aujourd'hui les moyens d'inverser cette tendance. Mais quand on n'a pas les moyens, on fait face à la réalité et on l'assume. Et c'est Don Melo aujourd'hui qui a pris le courage en main. Donc si quelqu'un même devait être décoré, je pense que ça devrait être Don Melo, plutôt que ceux qui sont en train de faire le béni oui-oui, alors qu'ils savent très bien qu'ils sont dans une impasse. Donc,
pour conclure, je dirais, Don Melo a peut-être fait de la défiance, mais c'est une défiance réaliste. Et le PPACI doit l'adouber et sortir le président Laurent Gbagbo peut garder son hégémonie sur le parti. Mais pour cette élection, telles que les choses avancent, il lui faut trouver un autre candidat autre que le président Laurent Gbagbo. Alors on poursuit en parlant du PPACI, cette fois-ci en front commun avec le PDCI RDA qui souhaite organiser sa première marche pacifique à Abidjan le 2 août prochain. L'annonce a été faite ce jeudi 24 juin, une semaine après la présentation officielle des organes dirigeants de l'Alliance formée par les deux principales forces d'opposition du pays. Quel en est le but? On en sait davantage avec David Soyo. L'alliance PDCI-RDA-PPACI en marche. Le front commun formé par les deux principales forces d'opposition ivoiriennes annonce sa première marche pacifique à Abidjan le 2 août prochain. Réunis au siège du PDCI-RDA à Cocody, Damana Adia Pikas, coordonnateur du comité opérationnel, et Dia Oufoué, chargé de la mobilisation du front commun, ont donné les grandes lignes de l'initiative. Objectif, appeler à la paix et à la cohésion nationale. Il s'agit également de réclamer une élection présidentielle inclusive, notamment à travers la réintégration sur la liste électorale de leur leader radié pour des raisons judiciaires. Cette marche de la paix débutera à 8h sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny et prendra fin à la place de la République. Selon Damana Pikas, cette procession est ouverte à tous les militants de l'opposition ainsi qu'à tous les citoyens attachés aux valeurs de paix, de justice et de démocratie. L'annonce intervient une semaine après la présentation officielle des organes dirigeants de l'Alliance. À ce jour, l'autorisation administrative de la marche n'a pas encore été délivrée. Retour sur le plateau du Club de la Presse. Messieurs, vous avez bien entendu David Soyo dans son commentaire, dans cette analyse. Est-ce que cette marche de ce front commun PPACI, PDCI, RDA est opportune? Michel Betta. Opportune, elle est tellement opportune que je dirais que c'est pas un simple événement de calendrier, c'est plutôt, il faut le voir, une déclaration politique très forte. Parce que aujourd'hui, la Constitution permet la marche, donc c'est constitutionnel d'abord. Et la marche n'a pas besoin d'être autorisée, elle a besoin seulement d'informations. Ceux qui désirent marcher informent l'autorité de ce que voilà ce que nous allons faire, nous allons marcher tel jour pour réclamer telle chose. Bon, bref, donc pour parler d'autorisation, c'est pas comme ça prescrit la loi. La loi parle d'information. Donc à cet effet, ils sont tellement dans leurs droits et qu'elle est tellement opportune parce que jusqu'ici, le pouvoir a montré un peu, comme disait Bakayoko, est autiste face aux exigences de l'opposition. Des exigences qui ont été posées, contrairement à ce que beaucoup veulent faire croire, depuis des années, depuis près de 2 ans. Il s'agit de refus de l'exclusion de ces candidats, de la liste électorale qu'il fallait auditer. Il s'agit aussi d'élections dont il fallait s'assurer de la sécurisation. Et toutes ces questions-là n'ont pas jusqu'ici été débattues. L'opposition est dans son droit pour que sa voix soit entendue, pour que les populations aussi puissent exprimer certains de leurs mécontentements. Parce qu'au-delà de l'aspect politique, cette marche aussi a mis en avant les questions de cherté de la vie, de difficultés sociales et économiques de ce pays-là. Donc, c'est une marche qui englobe un peu tous ceux qui aujourd'hui ont quelque chose à dire, ont quelque chose à revendiquer, ont quelque chose à exiger de ceux qui dirigent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il appartient plus à ceux qui dirigent d'encadrer cette marche pour qu'elle se déroule dans de bonnes conditions, afin qu'elle soit un symbole vital, vivant de notre démocratie. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, pour ne rien vous cacher, je salue cette vitalité de l'opposition pour faire entendre la voix des populations, pour faire entendre la voix de ces militants. Et parce qu'il faut qu'on sorte un peu de ce carcan qui veut que quand on veut s'exprimer, on ait peur. Non, il ne faut pas avoir peur de s'exprimer. Il faut s'exprimer, c'est ça, dans une démocratie, on s'exprime selon les voies légales. Et c'est ce qu'a choisi l'opposition. Betson Mathieu, votre commentaire. Oui, selon les voies légales, on a déjà vu la marche du PDCI tout seul aux 2 plateaux sur un petit tronçon. On a vu aussi les rassemblements de PPACI à Port-Boué, Gonzague-Ville. On a vu le CAPS à Yopougon et c'est la première fois maintenant qu'on va voir PDCI
et PPACI marcher sur une distance un peu plus grande. Donc on va voir un peu à quoi ça va ressembler. Il va falloir mobiliser beaucoup. Il va falloir aussi éviter les débordements. Mais je pense quand même qu'en interne, peut-être qu'ils ont déjà pris les dispositions pour ne pas qu'il y ait des débordements. Vraiment, ça, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter de bien. Maintenant, est-ce que c'est opportun? Bon, il y a aussi le pouvoir en place, ils décideront, ça coïncide avec la période de l'indépendance. Ça précède quelques jours du discours à la nation du chef de l'État, un discours que beaucoup de personnes attendent aujourd'hui pour voir plus ou moins comment ça va se passer la période électorale. Bon, c'est un couteau à double tranchant. Je suppose qu'ils veulent le faire pour montrer leur force de mobilisation, mais en même temps aussi, ils peuvent s'exposer à une incapacité à mobiliser. Quand vous dites que oui, ça englobe toute la vie chère et tout, oui, ça englobe la vie chère. Il y a quand même pas mal de personnes qui aujourd'hui ressentent cette vie chère. Mais est-ce que quand ils vous regardent, les gens du PDCI et du PPACI, ils ressemblent à des gens qui peuvent régler un problème de vie chère? Parce que c'est ça le problème. Hein. Il ne faut pas que quelqu'un soit dans le problème. Mais pour qu'il te suive, il faut que quand il te regarde, il se dit, lui là, il peut régler mon problème. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Nous, d'autres, on est assis à côté d'eux, ils se lèvent, ils nous laissent et puis ça va demander l'argent à d'autres personnes. C'est pas tant que nous, on les aime pas, ils sont contents ils sont convaincus de notre amour, mais ils nous laissent et ils vont solliciter des gens, souvent même à des kilomètres autour de nous. Est-ce qu'aujourd'hui, quand les Ivoiriens regardent PPACI plus PDCI, ils ressemblent à des gens qui peuvent régler leurs problèmes de cherté de la vie? Ça, c'est pas évident. D'autant plus que ces deux formations n'ont rien proposé. Ça dit quand vous entendez le PDCI, ils veulent papier pour les élections. Le PPACI, on veut papier pour les élections. Bon, personne n'a un programme. Personne ne parle de vie chère, de programme de pouvoir lutter contre ou bon. Tout est lié à ça. C'est-à-dire, on a vraiment l'impression qu'ils veulent en découdre. Donc, et puis réclament des choses qui sont liées à l'organisation opérationnelle des élections, mais pas à convaincre les citoyens, pas à convaincre les militants. Et bon, c'est un choix qu'ils ont fait, ils sont libres dans leur parti aussi, en fait, aussi. Ouais. Saint-Claver-Oula, cette marche, selon vous, est-ce qu'elle produira les résultats escomptés? Ok, pour en venir à votre question, je voudrais déjà informer mon aîné, Bledson, pour lui dire que le PPACI vient de sortir son livre-programme. Je crois avant-hier. Donc le livre-programme, il est disponible. Hein. Donc l'opinion peut se procurer ce livre-là pour savoir, moi je vais m'en procurer. Donc le livre-programme est déjà disponible. Et puis, vous avez posé une question qui, pour moi, est pertinente. Vous avez dit que est-ce que les Ivoiriens, quand ils regardent l'attelage PPACI, PDCI, est-ce qu'ils se disent que ces personnalités-là ou ces personnes peuvent aujourd'hui régler notre problème, parlant de vie chère et autres? Parce que c'est ce qu'a posé tout à l'heure mon confrère Beta. Mais on ne peut pas juger sur l'apparence, cher René. Mais ils ont déjà dirigé même. Donc on ne peut pas juger sur mais l'apparence. justement, malheureusement, ils ont déjà dirigé. On a pas le Je pense au PDCI, malheureusement, c'est moi qui ai la parole. Hein. On laisse terminer. Pour savoir si cette coalition-là peut régler aujourd'hui le problème des Ivoiriens, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout simplement de lui apporter son quitus, de lui permettre de permettre à cette coalition-là d'accéder librement au pouvoir, de se battre pour que les obstacles qui sont posés devant cette coalition soient levés, tout simplement. Donc, pour dire que la marche du 2 août, pour moi, est opportune. Il n'y a pas longtemps, le RHDP est sorti d'une démonstration de force au stade Ebimpe. Et au sorti de là, les militants, les dirigeants, les différents responsables du RHDP ont dit que le RHDP est le parti aujourd'hui qui est le parti le plus populaire, qui est le parti qui peut rester au pouvoir encore pendant de nombreuses années parce que ce parti-là a la caution en dehors des militants de la grande majorité des Ivoiriens. Et comme nous sommes en politique, il faut donner l'opportunité à la coalition PPACI-PDCI de faire aussi sa démonstration de force. Il faudrait, parce qu'après Sokosé, comme il a dit, il y a eu Port-Boué, et pour la première fois, cette coalition-là décide, c'est-à-dire de façon unie, décide d'effectuer cette marche.
qui va partir de Makori jusqu'à la place de la République. On aimerait voir ce que vaut, du point de vue populaire, ce que vaut cette coalition. Donc, je pense que les autorités, ce qu'elles auront à faire, c'est de créer des conditions d'encadrement des marcheurs pour ne pas qu'il y ait de débordement, pour ne pas qu'il y ait de bisbilles et autres autour de cette marche. Donc, moi, je pense qu'on ne doit pas, comme il a dit mon aîné Bledson, on ne doit pas se fier au fait que on est dans la période de l'indépendance et puis sursoir aux activités politiques. Non, rien ne dit que quand on est proche du 7 août, il ne faut pas manifester, il ne faut rien dire. Moi, je pense que c'est l'occasion pour l'opposition, notamment le PDCI et le PPACI, c'est l'occasion pour cette coalition-là de démontrer sa force de mobilisation, sa force de frappe. Et je pense que si c'est un défi aussi pour cette opposition, si cette opposition-là a réussi, peut-être cela pourrait amener le président de la République qui va se prononcer la veille de l'indépendance à essayer de revoir un peu son discours, si tant qu'il devait se prononcer de telle manière ou de telle autre manière. Lansine Bakayoko, cette marche pourrait-elle influencer, comme le dit Saint-Clafer-Oula, le discours du président à la veille de la fête de l'indépendance? Oh, je ne pense pas. Je ne pense pas que le président de la République va prendre appui sur cette manifestation projetée pour pouvoir décider de ce qu'il va décider le 6. Maintenant, vous avez posé une question très pertinente. Est-ce que cette marche, elle est opportune? Je dirais non. Absolument non. Pourquoi? C'est une marche qui n'a... C'est un non-sens, cette marche. Cette marche, c'est pourquoi? Pour des problèmes, Bledson l'a bien décrit, pour des problèmes individuels, pour des problèmes personnels. Je crois que la Côte d'Ivoire, elle est au-dessus de nous tous. Donc, on ne peut pas organiser une marche pour deux ou trois personnes. Ça, c'est un non-sens. Et puis, voyez-vous, cette marche, j'ai entendu beaucoup dire, les gens les plus sévères même parlent de conspiration, des gens parlent de tentative de créer du désordre, mais je vois que cette marche, elle ne devrait pas être. Pourquoi? D'abord, le trajet. Je suis près le boulevard le plus important de la Côte d'Ivoire. C'est sur ce boulevard que les gens veulent marcher. Et l'épilogue, c'est où? À la place de la République, à moins de 20 mètres du palais présidentiel. Ça, c'est un problème. De deux, le jour choisi. Vous savez, nous sommes à la fin du mois, et moi, je vois des Ivoiriens débordants de vitalité, débordants de joie dans les artères aujourd'hui. Ils ont touché à leur salaire et je les vois s'amuser partout. Et c'est ce qu'on veut perturber. Et puis, par ailleurs, je vois aussi des Ivoiriens j'ai fait le trajet un autre samedi, mais j'ai vu des Ivoiriens qui aujourd'hui sont en joie, ils sont en train de faire la fête, ils s'amusent. Beaucoup vont à la plage à Bassam, certains vont faire, vous savez, sur ce boulevard, il y a beaucoup de magasins où les gens vont faire du shopping. Et il y a aussi du tourisme, les gigantesques ponts qui ont été construits, les échangeurs, ce Libra, les Ivoiriens veulent... Les samedis, c'est ce jour-là que les Ivoiriens choisissent pour aller soit à la plage, soit dans ces supermarchés, soit venir faire du tourisme. Regardez cela. Et puis, sur un plan beaucoup moins reluisant, vous savez, il y a Ivosep qui est juste à côté. Le samedi, ce sont des jours où les gens vont faire des levées de corps. C'est-à-dire que même si on n'a pas... Il faut quand même respecter les morts ce jour-là. On laisse poursuivre Lansine Bakayoko. Mais par ailleurs, il y a aujourd'hui l'afro-basket qui se joue. Ça, c'est juste au palais des sports de Treichville, sur le même trajet que les gens veulent emprunter. Ça fait beaucoup. La Côte d'Ivoire a mieux à faire aujourd'hui que de s'adonner à des manifestations qui ont des allures de désordre. Vous voyez, tout ce que je viens de citer là, c'est des occasions, en dehors de l'épisode de la levée de corps, c'est des occasions festives. Les Ivoiriens sont à l'aise. Ils sont en train de vivre leur vie. Donc, je ne sais pas pourquoi on veut marcher, si ce n'est pour faire inscrire les gens. Donc, pour moi, il faut aujourd'hui que l'opposition change de date. Puis, par ailleurs, c'est la fête. Qui va encadrer cette marche? Et tout le monde sait que les manifestations du PPACI se sont toujours soldées par de la violence. Bon, il y a les magasins qui sont sur la route, les supermarchés. Qu'est-ce qui va arriver à ces magasins? Ce sont des investissements colossaux qui ont été effectués par des opérateurs économiques qui veulent vendre, surtout quand on est à la fin du mois. Maintenant, si les gens veulent transporter la violence aux abords de ces magasins,
bon, personne ne sait ce qui va arriver. Donc je pense que les pouvoirs publics devaient aujourd'hui prendre des mesures pour pouvoir peut-être rappeler à ceux qui veulent manifester le devoir de patriotisme. Parce que, par ailleurs, et je termine par là, la Côte d'Ivoire doit aller célébrer l'indépendance à Bouaké. Et je crois qu'il y a un fort déploiement des forces de l'ordre dans ce secteur à Bouaké qui est beaucoup plus importante qu'une marche de protestation de quelques personnes qui ne sont pas d'accord avec tout ce qui se passe dans le pays. Donc, je crois qu'il faut que l'opposition soit à cette manifestation parce qu'on ne va pas réorienter les forces de l'ordre qui doivent aller, pour certains, défiler à Bouaké, pour d'autres sécuriser cette fête. Et puis, savez-vous, il y a aujourd'hui l'opération vacances sécurisées. Donc, les forces de l'ordre ont mieux à faire que de venir se mettre en jalon sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny. C'est pour ça qu'il faut que l'opposition trouve soit un autre site, surtout qu'il y a beaucoup de sites. Moi, j'en ai identifié au moins un, où il n'y a pas beaucoup de mouvements. Vous voyez, par exemple, entre le stade de Bimpé, oui, on peut aller là-bas, jusqu'à vers l'autoroute. Il y a une autoroute, l'autoroute du Nord, il y a un trajet qui est là, les gens sont... Pour le moment, c'est des voies qui ne sont pas trop empruntées. On peut aller faire les manifestations là-bas que de venir chercher à tout prix à venir faire arrêter l'activité économique sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, qui est vraiment un boulevard extrêmement important. Et puis, je termine par là. Donc, pour toi, quand ils vont sur l'autoroute du Nord, les véhicules qui vont rentrer dans la ville d'Abidjan, le tronçon entre le stade olympique de Bimpé et l'autoroute du Nord. Bon, si tu ne sais pas, il y a le plan qui est en train de construire aujourd'hui une autoroute sur cette partie. Donc, les activités qui se font là-bas ne seront pas bloquées. Les gens sont en train de construire. Et puis, je voulais terminer. Et ça, c'est aussi important. Vous savez, les samedis, il y a beaucoup de voyages. C'est la route de l'aéroport. C'est la route de l'aéroport. Et il y a des musiciens aujourd'hui, j'en connais, Soumbil qui a passé son concert à Trècheville. C'est-à-dire, vous allez sacrifier tout cela, les gens ont mis beaucoup d'argent. Bon, qui va payer le billet d'avion d'un voyageur qui voyage et qui a raté son vol? Est-ce que le Front commun va rembourser ce billet-là? C'est pour ça, je crois que la sagesse commande aujourd'hui que cette marche soit ajournée, surtout qu'elle est sans objet. Michel Bétard. Vraiment, j'ai écouté avec un pincement de cœur les arguments de mon co-débatteur Bakayoko, parce que j'ai vu dans ses propos plus de mépris que de volonté d'apporter quelques éclairages à la situation. Pourquoi? Oui, mais je le dirais, parce qu'en fait, il a tendance à banaliser le ressenti de cette masse populaire qui, aujourd'hui, voit ses leaders choisis. Oh, c'est exclus. quelques irréductibles. Non, s'il te plaît, Bakayoko, tu as parlé... Non, vous savez, souvent je dis, mais en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on veut exactement? Quand on a vécu cette portion d'exclusion et qu'on a vu ce que ça a entraîné, un coup d'État, une rébellion, des manifestations de rue. Et aujourd'hui, on décide de répéter la même chose. On exclut une partie. Ce n'est pas des individus on exclut, c'est des voix, des nombreuses voix. On se souvient du poids de Laurent Gbagbo en 2010 quand même. Vous savez, c'est des milliers d'Ivoiriens qui ont voté pour lui. Donc, je veux dire que tous ceux-là, quand on les empêche d'exprimer leur voix avec celui qu'ils ont choisi, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut exactement? Moi, je veux dire simplement, voyez-vous, cette manifestation, c'est le ressenti de plusieurs années de frustration. C'est le ressenti de plusieurs moments d'ostracisme. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à ce que Bakayoko pense, mais ce n'est pas seulement les voix politiques qui vont s'exprimer, c'est les voix aussi sociales, les voix économiques. Parce que ceux qui sont aujourd'hui dans une situation de précarité et qui depuis des années espèrent voir, comme on l'avait promis, le président Alassane Ouattara, de voir des logements à des prix de 20 à 25 000 francs le loyer par mois, des logements décents, et tout cela n'a pas été respecté. De voir le coût du carburant baisser, et tout cela n'a pas été respecté. Le coût de l'huile, du riz, des denrées de première nécessité baisser. Parce qu'en son temps, un des slogans de campagne du président Alassane Ouattara qui lui a valu les voix de nombreux Ivoiriens, je suis certain, c'était de baisser la cherté de la vie, de lutter contre la pauvreté. Mais quand on regarde les prix qu'il a affichés en son temps, et puis les prix d'aujourd'hui, ça a doublé. Les prix des denrées de première nécessité, ils ont tous doublé. Donc, c'est ce ressenti-là. Ces personnes vont... Non, s'il te plaît, c'est ton salaire qui a doublé certainement. C'est ton salaire qui a doublé certainement. Laisse-moi parler. Bakayoko, s'il vous plaît.
la fonction publique. Voilà, donc s'il te plaît, je finis, et puis tu vas prendre la parole. Donc pour dire quoi? Pour dire que tous ceux-là, c'est ceux-là qui vont s'exprimer. C'est pas seulement les hommes politiques. Donc qui se le tiennent pour dire, ils seront nombreux, et il va les voir. Il va les voir pour comprendre que la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup qui en ont fort gros sur le cœur. Et c'est ceux-là, pour leur permettre de s'exprimer, afin que quand on s'exprime, on évite les débordements. Quand on a l'occasion de s'exprimer, on évite beaucoup de désagréments. Laissons-les s'exprimer et nous verrons, nous pouvons les compter, nous pouvons les déterminer. Bledson Mathieu, est-ce que cette marche-là pourrait aboutir, par exemple, à une candidature commune, Thiam et Gbagbo? Non, ça, il faut exclure. C'est pas vraiment, c'est pas possible. Elle va peser dans le dialogue, c'est certain. Non, il faut exclure. Ça décide, vous voyez, aux élections, peut-être Thiam et Gbagbo ensemble, c'est qu'on est au deuxième tour. Mais connaissant la Côte d'Ivoire, la possibilité pour que Gbagbo dise, écoute, Thiam, je me retire, passe devant, ou que Thiam dise, Gbagbo passe devant, ça, c'est pas la Côte d'Ivoire. Et jusque-là, je pense que ce sont des gens qui gèrent leur parti à part, et il ne manque pas de se lancer des flèches quand l'occasion se pose. Aujourd'hui, ils sont plus unis parce que les deux sont dans la même situation, c'est-à-dire ils veulent être candidats, ils n'ont pas de papier. Sinon, le lendemain, quand on leur offrirait la possibilité d'être candidat, chacun suivra sa voie. Maintenant, moi, je ne suis pas trop pour que cette marche-là, à la limite, soit annulée, mais je suis d'accord avec Bakayoko. Le cadre, d'abord un rassemblement à la place de la République, ça, c'est vraiment des choses, nous, on pense qu'on a fini avec même le parti qui est au pouvoir. La place de la République, à un moment donné, a servi de meeting. Ce n'est pas un bon endroit, c'est au plateau, il y a les affaires, on ne se réunit pas là-bas. J'aurais pu demander, par exemple, et Bimpe, c'est vrai que c'est très risqué parce que remplir et Bimpe fait 100 000 personnes comme le Hajj et la paix, c'est assez courageux, mais c'est un peu dégagé. Il a un peu raison quand même. Non, il ne faut pas prendre ça. À un moment donné, quand la Côte d'Ivoire était à un certain niveau, on venait faire des marches à la République. Quel niveau? C'est-à-dire, quel niveau? Bon, le niveau d'où on est sorti. Vous avez eu votre temps de parole. Non, mais au niveau, quand même, la Côte d'Ivoire de 2010. Poursuivez, Bledson Mathieu. La Côte d'Ivoire de 2006, de 2002, de 2010. Beta, c'est pas la Côte d'Ivoire de 2025. Ça, c'est parce qu'aujourd'hui, vous êtes proche de Laurent Gbagbo. Proche comment? Bon, allez, non, c'est pas la même Côte d'Ivoire. À un moment donné, la place de la République, c'était l'endroit où on venait faire les meetings. Bon, aujourd'hui, quand même, la Côte d'Ivoire atteint un certain niveau. Il y a une nouvelle République même qui est là. Il y a un minimum de choses. Le plateau à la tour F. On n'a qu'à laisser les affaires évoluer. Et puis, on peut aller à Bobo, au stade de Bimpe, avec beaucoup d'espace autour. Quand le RAGP a fait son meeting, non seulement le stade était rempli, mais dehors, il y avait encore de l'espace. Ils ont tassé des militants là-bas. Ça, ce serait un peu plus indiqué. Maintenant, je suis pour que le PDCI, que le PPACI aient la possibilité de choisir, les candidats qu'ils ont choisis soient, je ne sais pas par quelle méthode, mais qu'on efface tout ce qui est juridique pour que le PDCI ait son candidat, celui qu'ils ont choisi, que le PPACI ait son candidat. Vraiment, je serais très gêné, personnellement, que le 25 octobre, on va voter, Thiam n'est pas dedans, Gbagbo n'est pas dedans. Par contre, les arguments que Beta met dedans, moi, je ne suis pas prêt à partager. C'est-à-dire, je suis d'accord qu'on dit, bon, puisque les militants du PDCI, ils ont choisi Thiam, permettons-leur d'aller aux élections. Je suis d'accord pour dire que le PPAC, ils ont choisi Gbagbo, permettons-leur. Mais dire qu'on a vu ça dans le pays là, si on ne fait pas ça là, nous on va faire. Tu vas faire quoi? Ah bon, c'est moi qui faisais? Voilà le problème. C'est moi qui faisais. C'est-à-dire, faut pas, moi, pour que je te soutienne, il ne faut pas te mettre au centre du village pour dire que je subis une injustice, mais si on ne répare pas, vous allez voir. Parce que si tu dis ça, quelqu'un va se lever et dire, mais toi, tu vas faire quoi? Et à ce moment-là, on est dans les crises. Deuxième chose que je ne supporte pas du tout, c'est cette affaire de on n'a qu'à auditer la liste électorale, on n'a qu'à faire ceci, parce que quand vous prenez cette voie-là, moi personnellement, si j'étais à la place du président de la République, là, on avait dit, je vous disais, bon, on fait audit de la liste électorale, ça fait 2 ans. On recomposition de la CEI, ça fait 3 ans. Moi, j'étais à sa place, je dis, bon, eux-mêmes m'offrent une possibilité mais bien sûr, l'audit de la liste électorale ne peut pas prendre moins de 2 ans. Ce n'est pas possible techniquement. Le recomposer la CEI, ça dit faire asseoir tous les partis politiques pour qu'ils soient d'accord. Ça ne va pas durer moins de 2 ans. Mais ça doit faire un mandat. On ne peut pas vivre dans la légalité. La Constitution dit on fait les élections le 25 octobre. Si vous ne le faites pas après le 25 octobre, ceux qui sont à l'extérieur ne vous font pas confiance. On peut faire reculer le pays. On a fait toutes les listes électorales, vous étiez là quand même.
La liste électorale de base sur laquelle on a travaillé, c'est une liste électorale qui a été faite en 2010. Babo était au pouvoir, Bedi était candidat, Ouattara était candidat. Ils ont trouvé un accord là-dessus. Au fur et à mesure, on a ajouté les nouveaux majeurs. Ça ne peut pas évoluer dans la chose. D'où vient ça la vie dites là? Aïe! Merci, Benson Mathieu. Saint-Claver-Oula. Dites-nous, cette candidature, Gbagbo et puis Thiam, est-elle possible à l'issue de cette marche, si elle a lieu? Oui, bien sûr, il faut l'envisager, mais ce qu'il ne faut pas ignorer, c'est que le PDCI, c'est un parti politique qui s'est créé, qui a d'abord dirigé pendant de nombreuses années ce pays et qui veut encore reprendre le pouvoir. Et le PPACI aussi, c'est la même chose. Donc, tout parti politique, quand il est créé, c'est d'aller à la conquête du pouvoir. Donc, l'objectif de ces partis-là, c'est de positionner un candidat à la présidentielle d'octobre 2025 à venir. Et donc, comme il a dit Bledson, peut-être au deuxième tour, ces partis qui sont déjà en alliance pourront décider qui passe au deuxième tour et comment il faudra soutenir le candidat qui se positionnera à ce deuxième tour-là. Mais pour finir, j'aimerais revenir un peu aux arguments de mon confrère Bakayoko qui disait tout à l'heure que le samedi, les Ivoiriens, c'est la fin du mois, ils débordent de vitalité, ils débordent de joie, ils doivent aller à Bassam, il y a des concerts qui se font, il y a d'autres qui doivent aller à l'aéroport prendre leur... Mais en fait, Bakayoko, ceux qui vont manifester là, des milliers d'Ivoiriens qui sont attendus, ben ce sont des Ivoiriens. Et comme Beta l'a dit, ils veulent s'exprimer, il faut leur permettre de s'exprimer. Il fut un moment, un jour ouvrable, où le PDCI a voulu manifester, prendre la voie plateau. On a dit au PDCI, non, c'est un jour ouvrable, il faut aller vers Sokosé, prenez la voie Sokosé, autre. Et puis, le PDCI est allé dans ce sens. Mais le 2, c'est un week-end, c'est le samedi. Au plateau, pratiquement, les gens ne travaillent pas. Et puis, en plus, tu t'inquiètes du fait que la place de la République ne soit pas... soit très proche de la présidence de la République, mais c'est à l'État, c'est aux institutions compétentes en la matière de prendre des dispositions pour encadrer la marche, pour veiller sur cette marche-là. Et puis, tu as parlé de grabuge, de casse qu'il faut faire. Donc, toi, tu diriges, comment dirais-je, les manifestants du côté de Bempé, comment dirais-je, l'autoroute du Nord, tout ça. Mais à moins que tu me dises là-bas, il n'y a pas de vie. Que là-bas, il n'y a pas de circulation, il n'y a pas d'activité économique. Et donc, quand on les envoie là-bas, de ce côté-là, ceux qui y sont seront tranquillement chez eux et autres. Non, moi, je pense qu'il faut éviter de brandir le chiffon rouge chaque fois, la menace et autres. Il faut permettre à des Ivoiriens qui veulent s'exprimer de le faire. Lansine Bakayoko, on termine avec vous sur ce point-là. Moi, je ne suis pas contre que les Ivoiriens manifestent leur désaccord avec la gouvernance actuelle. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Seulement, j'ai dit qu'il ne faut pas que votre volonté de manifester vienne perturber la volonté des autres de travailler. Or, aujourd'hui, la seule place où vous pouvez aller faire des tours sans que ça n'ait beaucoup de cas, ça n'ait beaucoup de perturbations, c'est au stade de Bimpé. Même ne serait-ce qu'autour, on peut faire le tour du stade de Bimpé. Il y a de la place. Il y a de la place. Donc, je pense que venir aussi l'objet de la marche, on fait des réclamations du type audit, RLE, c'est du dilatoire. C'est du dilatoire. Il faut sortir du dilatoire. Et puis, je termine par là. Et ils disent qu'ils veulent obtenir un dialogue. Mais il y a un dialogue politique qui est déjà là, qui est ouvert avec la CAPSI. Mais ceux qui veulent manifester aujourd'hui, à moins qu'ils aient un autre agenda, peuvent intégrer ce processus-là de dialogue qui est en cours. Mais voyez-vous, on a l'impression que le calendrier est différent. Ils refusent de s'aligner dans la voie du dialogue qui a été ouverte avec Simone Babo et les autres, et ils choisissent la voie du désordre. Non, mais où est le désordre? Où est le désordre, Bakayoko? Mais quelle est l'opportunité d'une marche? Nous sommes aujourd'hui à 90 jours des élections présidentielles. Quelle est l'opportunité d'une marche qui met dans son catalogue de revendications des choses dont la mise en œuvre a été décrite par notre aîné Bledson? C'est-à-dire que si on veut exécuter tout ce qui a été dit, tout ce qu'on demande, mais c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voulez-vous que la Côte d'Ivoire il faut d'abord s'asseoir dans un cadre formel. Non, la Côte d'Ivoire ne peut pas faire comme les jeunes dans l'AES où on se donne des mandats
Définitivement, la Côte d'Ivoire veut rester dans un cadre légal. La Côte d'Ivoire veut rester dans la communauté internationale. Donc, il y a des engagements à respecter, notamment la tenue à date de l'élection présidentielle. Donc, pour moi, aujourd'hui, le dialogue, si sur le Front commun veut intégrer le dialogue, c'est de s'aligner derrière Simone Gbagbo pour pouvoir, surtout que le PDCI et Simone Gbagbo sont en alliance dans la CAPSI. Si le PPACI a de la gêne pour intégrer, il peut mandater le PDCI avec lequel ils s'entendent aujourd'hui pour pouvoir s'inscrire sur cette voie de dialogue. Si on ne le fait pas, c'est qu'on a un autre agenda qui n'est pas la recherche de la paix, qui est du dilatoire et peut-être qui a des visées subversives. Le dialogue, c'est les visées subversives, c'est de ton esprit. Il accuse les gens d'être en danger. C'est pour ça que je souhaite que... Je pense que les autorités ivoiriennes doivent accepter le dialogue, mais pas à n'importe quel prix. Merci infiniment à Lansine Bakayoko. Merci à vous aussi, messieurs, d'être venus pour faire ce débat-là sur les antennes de la RTI, RTI 1, la chaîne qui rassemble. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir participé à cette émission. On se retrouve, si Dieu le veut, dimanche prochain pour d'autres sujets aussi passionnants. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programmes sur RTI 1.